Avant d'arriver au vieil homme en pierre dans son fauteuil, Artyom obliqua à gauche pour couper l'angle de la rue par les marches de la bibliothèque. Il jeta un dernier regard vers le bâtiment majestueux et frissonna au souvenir de ses habitants. La bibliothèque s'était replongée dans sa noire torpeur. Les gardiens de son silence s'étaient à nouveau tapis dans ces recoins obscurs, pansant leurs plaies laissées par l'insolente intrusion du jeune homme et de ses compagnons, et préparant leur vengeance, qui s'abattrait sur les prochains visiteurs. Il revit le visage blême, exsangue, de Danila. Ce n'était pas en vain, se dit Artyom, que le brahman avait une peur panique de ces créatures, refusant jusqu'à prononcer leur nom. Pressentait-il le sort qui lui était réservé? Avait-il entrevu sa propre mort dans ses plus sombres cauchemars? Son cadavre, figé dans l'étreinte avec celui de son meurtrier, resterait à jamais dans la réserve. Bien sûr, si ces bêtes ne rechignaient pas à la charogne. Le jeune homme eut un haut le cœur. Pourrait-il un jour oublier les circonstances de la mort de son compagnon, qui en moins de 48 heures était devenu presque un ami? Il craignait que le brahman ne hante ses rêves encore longtemps, cherchant à rengager nuit après nuit la conversation et à former des mots inintelligibles de ses lèvres ensanglantées et tremblantes. Arrivé sur la large artère, Artyom repassa rapidement en revue les instructions de Melnik. Avancer tout droit sans bifurquer jusqu'au croisement de la perspective Kalinine avec Sodovo-Koltso. Encore fallait-il deviner de quelle rue il s'agissait. Ne pas marcher au milieu de la chaussée, ne pas raser les murs des bâtiments, et surtout, arriver à la Smolenskaya avant le lever du soleil. Les fameux gratte-ciel bordant la perspective qu'Artyom avait vus sur des cartes postales touristiques jaunies commençaient un demi-kilomètre plus loin. Pour l'instant, c'étaient des hôtels particuliers qui se dressaient de part et d'autre de la rue, qui s'incurvaient à la fin de leurs longues enfilades pour devenir le nouvel Arbat. Le dessin des bâtiments, net à courte distance, se dissolvait dans le lointain pour se fondre dans l'obscurité. La lune se cachait derrière des nuages bas dont l'épaisseur atténuait sa lueur laiteuse. Si le voile de brouillard se levait, ce n'était que pour découvrir quelques instants les silhouettes fantomatiques des immeubles, qui redevenaient tangibles. Cependant, même avec cet éclairage, on apercevait à gauche, par les trouées des ruelles qui croisaient la perspective tous les 100 mètres, la forme puissante de l'ancienne cathédrale, et l'ombre ailée qui tournoyait à nouveau au-dessus de la croix de sa plus haute coupole. Ce fut sans doute parce qu'il s'était arrêté pour observer la créature qui planait dans les airs qu'Artyom remarqua la chose. Dans l'obscurité, il n'était pas aisé de déterminer si l'étrange silhouette tapie au fond de la ruelle et dissimulée par les murs à demi effondrés n'était pas l'œuvre de son imagination. Et ce fut seulement quand le jeune homme regarda attentivement dans sa direction qu'il s'en rendit compte. Le volume de ténèbres plus dense semblait être mu par une volonté propre. À la distance qui les séparait, il était difficile d'évaluer la taille et la forme exacte de cet organisme, mais il était résolument bipède et se tenait debout. Le jeune homme décida d'agir comme le lui avait suggéré le stalker. Il alluma sa lampe, dirigea le faisceau dans la ruelle et lui fit décrire 3 cercles. Il n'obtint aucune réponse, et ce fut en vain qu'il resta immobile durant plus d'1 minute avant de réaliser que sa position statique le mettait en danger. Cependant, au lieu de se remettre en route, Artyom céda à sa curiosité et éclaira la silhouette immobile une dernière fois. Ce qu'il vit le fit éteindre aussitôt sa lampe et repartir en hâte pour franchir la ruelle au plus vite. Ce n'était pas un être humain. La tache de lumière avait dessiné ses formes plus précisément. La taille de la créature dépassait 2,5 mètres. Le cou et les épaules étaient atrophiés, et la tête, grosse et ronde, se fondait avec un tronc puissant. La chose se tapit dans l'expectative, mais malgré cette apparente hésitation, Artyom ressentit toute la menace qui émanait d'elle. Il parcourut les 150 mètres qui le séparaient de la ruelle suivante en moins d'1 minute. Arrivé à sa hauteur, il se rendit compte que c'était en réalité une percée dans un bloc d'habitation. Toute une rangée de bâtiments avait été détruite par une bombe ou un autre engin de guerre. Artyom examina les ruines, et son regard fut à nouveau attiré par une ombre immobile, suspecte. Il lui suffit d'un balayage rapide pour se convaincre qu'il s'agissait de la même créature,
ou bien d'un de ses congénères. Elle se tenait au milieu d'un croisement, à un bloc d'immeubles de lui, sans chercher à se dissimuler. S'il s'agissait de celle qui l'observait depuis les ténèbres de la première ruelle, elle avait dû emprunter une rue parallèle à la perspective, se dit Artyom. Elle se déplaçait donc 2 fois plus vite que lui, puisqu'elle était déjà là, alors qu'il venait à peine d'arriver au croisement. Mais ce qui l'effraya davantage, ce fut la vision d'une deuxième créature semblable dans la ruelle, qui partait à droite, de l'autre côté de l'artère. Elle aussi se tenait immobile, figée telle une statue. L'espace d'un instant, l'idée qu'il ne s'agissait peut-être pas d'êtres vivants, mais d'objets placés là pour effrayer ou mettre en garde, lui traversa l'esprit. Ce fut au pas de course qu'il rejoignit le 3e croisement. Il s'arrêta à l'angle de la dernière maison et risqua un bref coup d'œil dans la nouvelle ruelle, pour constater que ses poursuivants mystérieux l'avaient encore une fois devancé. Ils étaient plusieurs désormais, et la luminosité accrue, la couverture nuageuse s'était partiellement dissipée, lui permit de mieux les distinguer. Ils se tenaient immobiles comme s'ils attendaient son apparition dans la percée entre les bâtiments. Artyom douta encore une fois de ses perceptions. Ne s'était-il pas laissé abuser par des débris de béton aux formes humanoïdes? Ses sens aiguisés lui rendaient de fiers services dans le métro, mais à la surface s'étendait un monde incompréhensible et traître. Tout y était différent, et la vie obéissait à d'autres lois. Il ne pouvait plus se fier à ses sensations et ses intuitions. Le jeune homme traversa l'espace découvert aussi discrètement et rapidement que possible pour se coller au mur de la maison située à l'angle opposé. Il attendit une seconde et scruta à nouveau les ténèbres de la ruelle. Il se sentit suffoqué. Les silhouettes se déplaçaient, et d'une manière fort curieuse. L'une d'elles s'étira et dodelina de la tête comme pour humer l'air. Puis elle se laissa tomber sur ses 4 pattes et, d'un bond puissant, disparut derrière l'angle de la rue. Quelques secondes plus tard, les autres l'imitèrent. Artyom se laissa glisser à terre le long du mur et reprit son souffle. Le doute n'était plus permis. Ces êtres étaient à ses trousses. Il avait l'impression qu'on le guidait en se déplaçant dans des rues parallèles, de part et d'autre de celles qu'il suivait. On l'attendait à chaque croisement pour s'assurer qu'il n'avait pas dévié, et on reprenait la filature silencieuse. Pourquoi? Cherchait-on le moment le plus favorable pour l'attaquer? Par simple curiosité? Pourquoi n'osait-on pas rejoindre la perspective et se tapissait-on dans les ruelles inondées d'obscurité? Artyom se rappela les paroles de Melnik qui lui avait interdit de dévier de sa route. N'était-ce pas justement à cause des créatures qui l'épiaient? Melnik connaissait-il ce danger? Pour se calmer, Artyom changea le chargeur de son AK, fit cliqueter le cran de sûreté, alluma et éteignit la visée laser. Il était lourdement armé, et ici, contrairement à la bibliothèque, il pouvait tirer sans crainte. Il aurait moins de mal à se défendre contre ces bêtes inconnues. Il prit une profonde inspiration et se releva. Quelles que fussent les difficultés, le stalker lui avait formellement interdit de s'arrêter et de perdre du temps. Il devait se hâter. Il lui sembla qu'à la surface il fallait toujours se hâter. Ayant dépassé un nouveau bloc de bâtiment, il ralentit pour examiner les alentours. À cet endroit, la rue s'élargissait et formait une place dont une partie, séparée de la chaussée par une clôture, avait été transformée jadis en espace vert. C'était en tout cas ce que l'on pouvait déduire des arbres qui se dressaient là, sans doute à leur place d'origine. Mais ce n'étaient pas des arbres tels qu'Artyom en avait vu sur des cartes postales ou des photographies. Des pétrons noueux élevaient leurs larges couronnes ramifiées à hauteur du 5e étage de l'immeuble qui se dressait derrière le square. C'était vraisemblablement dans ces parcs que les stalkers venaient se fournir en bois de chauffage pour l'ensemble du métro. Par les trouées entre les arbres, Artyom voyait passer des ombres étranges, et plus loin, la lueur d'un feu, si un feu pouvait être vert. L'immeuble avait un air lugubre. On avait l'impression qu'il servait d'arène à des affrontements cruels et sanglants. Ses étages supérieurs s'étaient effondrés. Les murs encore debout étaient parsemés de lézardes et de trous noircis, et à travers les fenêtres vides, on apercevait le ciel nocturne. Derrière la place,
les immeubles s'écartaient et la perspective croisait un large boulevard. De l'autre côté, tels des tours de garde, s'élevaient les gratte-ciel du nouvel Arbat. D'après la carte, l'accès de la station Arbatskaya devait se trouver non loin, quelque part à sa gauche. Artyom observa une dernière fois le square lugubre. Melnik avait raison. Il n'avait aucune envie de s'enfoncer dans cette végétation pour essayer d'y dénicher l'entrée du métro. Plus il scrutait la végétation sombre, plus il avait l'impression d'apercevoir entre les troncs des silhouettes semblables à celles de ses mystérieux poursuivants. Une bourrasque soudaine agita les lourds branchages, et les couronnes des arbres grincèrent sous l'effort. Au loin retentit un long hurlement. Dans le bosquet qu'il observait, tout était calme, mais non par absence de vie. Ce silence était de même nature que celui des créatures qui lui donnaient la chasse, un silence d'expectative, d'affût. Artyom sentit que s'il restait ainsi à inspecter les tréfonds secrets du parc, sa curiosité serait sévèrement châtiée. Il raffermit sa prise sur sa kalachnikov, vérifia l'avance dont il disposait sur ses poursuivants, et se remit en marche. Quelques secondes plus tard, il s'arrêta de nouveau alors qu'il traversait le boulevard. Un tel panorama s'ouvrait devant lui qu'il ne put se forcer à reprendre la route. Il se tenait à l'intersection de deux larges artères sur lesquelles jadis roulaient des voitures. Le croisement s'opérait de manière étrange. Une des voies qu'il croisait plongeait sous la rue qu'il suivait, alors que l'autre passait à niveau. À sa droite s'étendaient des boulevards, reconnaissables aux arbres qui les bordaient, aussi gigantesques que ceux qu'il venait de dépasser. À sa gauche, il apercevait une vaste place asphaltée, recouverte d'un entrelacs compliqué de lignes, et, au-delà, la végétation reprenait ses droits. Sa vue portait loin, et Artyom se demanda si ce n'était pas à cause de la proximité du lever de soleil tant redouté. Des carcasses tordues et carbonisées, qu'Artyom identifia comme des restes de voitures, jonchaient les routes. Il ne restait plus rien de récupérable aux alentours. En 2 décennies d'expédition à la surface, les stalkers avaient ramassé tout ce qui pouvait encore servir. L'essence des réservoirs, les batteries, accumulateurs et générateurs, les phares, les sièges. Tout cet équipement pouvait s'acquérir à VDNKH et dans n'importe quel gros marché du métro. L'asphalte était constellé d'impacts de diamètre et de profondeur variables. Des fissures couraient sur le sol, où poussaient de l'herbe et des plantes à tiges souples, ployant sous le poids de leurs péricarpes gonflés de graines. Devant Artyom s'étendait le sombre défilé du nouvel Arbat, bordé d'un côté par des immeubles en forme de livre ouvert, restés indemnes par quelques miracles, et de l'autre de gratte-ciel, partiellement détruits, d'au moins une 20aine d'étages. Derrière le jeune homme courait la route vers le Kremlin et la bibliothèque. Il se tenait debout, au centre de ce formidable tombeau de la civilisation, et se sentait comme un archéologue qui vient d'excaver une cité antique, dont les vestiges de puissance et de beauté, malgré les siècles écoulés, font frissonner d'admiration tous ceux qui la contemplent. Il était impossible de se représenter la vie des habitants de ces immeubles titanesques, qui se déplaçaient dans ces voitures luisantes de peinture fraîche, les pneus de caoutchouc chauffés bruissant légèrement sur l'asphalte de la chaussée, et qui ne descendaient dans le métro que pour se rendre le plus vite possible d'un point à un autre de cette ville sans fin. Quelles pouvaient être leurs pensées quotidiennes? Quelles étaient leurs inquiétudes, à ces hommes qui n'avaient pas besoin à chaque seconde de craindre pour leur existence, et de se battre pour ne survivre qu'une journée de plus? À cet instant, les nuages se dispersèrent, et le croissant jaunâtre de la lune, gravé d'étranges dessins, apparut. Sa clarté inondait la ville morte, et décuplait sa sombre magnificence. Les bâtiments et les arbres, jusqu'alors plates silhouettes intangibles, prirent forme et s'animèrent, dévoilant des détails insoupçonnés. Incapable de bouger, Artyom regardait autour de lui, admiratif, comme ensorcelé, et s'efforçait de calmer les tremblements qui le secouaient. Il ne comprenait que maintenant la triste nostalgie qui enrouait la voix des anciens, quand ils se remémoraient le passé, qu'ils retournaient par la pensée dans la ville où ils avaient vécu jadis. Ce n'était que maintenant qu'il prenait la mesure du gouffre qui séparait l'homme de ses réalisations et de sa grandeur d'autrefois.
Il lui faisait l'effet d'un oiseau, planant avec fierté, et qui, mortellement blessé, se pose à terre pour se glisser dans une crevasse, et, une fois caché, y mourir en silence. La dispute entre Hunter et son père lui revint en mémoire. L'homme pouvait-il survivre? Et s'il survivait, serait-il le même que celui qui avait soumis le monde et y avait régné en maître absolu? Maintenant qu'il mesurait l'ampleur de la déchéance humaine, sa foi dans les lendemains radieux s'était évanouie. La large et rectiligne perspective calinine fuyait devant lui en se rétrécissant jusqu'à se dissoudre au loin dans l'obscurité. Artyom était seul au milieu de la rue, avec pour tout compagnon les ombres et le mirage du passé. Il s'efforçait d'imaginer combien de gens se bousculaient sur les trottoirs, de jour comme de nuit, combien de voitures passaient en trombe là où il se tenait, et de visualiser les lueurs chaleureuses derrière les fenêtres, désormais noires et aveugles. Qu'était-ce devenu? Le monde semblait désert et abandonné, mais le jeune homme savait que ce n'était qu'une illusion. La terre n'était ni morte ni inoccupée, elle avait seulement changé de maître. Tout à cette pensée, il se retourna vers la bibliothèque. Il se tenait immobile à une centaine de mètres de lui, au milieu de la route. Il y avait pas moins de 5 créatures, et elles ne cherchaient plus à dissimuler leur présence, sans attirer son attention pour autant. Artyom ne comprenait pas comment elles étaient parvenues à s'approcher de lui aussi vite et silencieusement. La clarté lunaire lui permit de les détailler davantage. Elles étaient d'une corpulence robuste, les membres postérieurs développés, et leur taille devait dépasser ses premières estimations. Et même si à cette distance il était incapable de voir leurs yeux, le jeune homme sentait qu'à cet instant, dans leur attente figée, ses poursuivants l'observaient attentivement et humaient l'air pour étudier son odeur. Peut-être qu'à son odeur se mêlait celle de la poudre, qu'elle connaissait bien, et qui était la source de leur hésitation. Pour l'heure, elle semblait se contenter d'épier Artyom, à la recherche d'un signe d'incertitude, d'une faiblesse. Peut-être le raccompagnerait-elle jusqu'à la frontière de leur territoire sans lui chercher querelle. Comment pouvait-il connaître le comportement d'espèces apparues sur Terre en dépit des lois de l'évolution? S'efforçant de garder son sang-froid, il tourna les talons, et avec une indolence feinte, poursuivit sa route, se retournant par précaution tous les 10 pas. Au début, ses poursuivants restèrent sans bouger. Puis les pires craintes du jeune homme commencèrent à se réaliser. Se laissant tomber à 4 pattes, ils le suivirent d'un pas lent, sans jamais l'approcher à moins de 100 mètres. Bien que commençant à s'habituer à cette étrange escorte, Artyom hésitait à se laisser sans surveillance, et tenait son arme prête à faire feu. Ils marchèrent ainsi sur la perspective déserte baignée de la clarté lunaire. Devant, un homme aux abois, tendu comme un ressort, s'arrêtant et regardant derrière lui toutes les 30 secondes. À sa suite, 5 ou 6 bêtes étranges le rattrapant sans hâte, puis se dressant sur leurs membres postérieurs pour lui laisser reprendre de l'avance. Cependant, le jeune homme eut bientôt l'impression que la distance qui les séparait allait s'amenuisant. En outre, les créatures restées en groupe jusqu'alors s'étaient écartées pour former un éventail, comme si elles voulaient le prendre en tenaille. Artyom n'avait jamais été confronté à une meute carnassière en pleine chasse, mais son intuition lui suggérait l'imminence de l'attaque. Il devait agir. Il fit volte-face et mit en joue l'une des créatures. Leur comportement avait vraiment changé. Cette fois, elles ne s'arrêtèrent pas pour le laisser avancer plus loin. Imperceptiblement, elles se rapprochaient de lui en formant progressivement un demi-cercle. Il devait essayer de les effrayer avant qu'elles n'atteignent la distance critique de l'assaut. Artyom leva légèrement l'arme et tira en l'air. Le grondement se répercuta sur les murs des gratte-ciel et l'écho s'enfuit vers l'autre bout de la perspective. La douille percuta l'asphalte avec un tintement métallique. À cela répondit un grognement sourd de haine, et ses poursuivants se ruèrent vers Artyom. Quelques secondes leur suffisaient pour couvrir la distance qui les séparait de lui, mais il avait anticipé cette éventualité. Aussitôt que la bête la plus proche fut dans sa ligne de mire, il lâcha une courte rafale et se précipita vers les immeubles.
Si étrange que cela pût paraître, il fit mouche, comme l'attestait le cri de douleur qu'il entendit. Il n'avait en revanche pas la moindre idée de l'effet produit sur le reste de la meute. Leur élan serait-il brisé? En éprouverait-il une rage accrue? À cet instant retentit un nouveau cri. Non le grognement menaçant des bêtes qui lui donnaient la chasse, mais un long hurlement, strident, à glacer le sang. Il provenait des hauteurs, et Artyom comprit qu'un nouveau joueur venait d'entrer dans la partie. L'écho des tirs avait attiré l'attention du monstre volant qui avait construit son nid sur la coupole de la cathédrale. Une ombre immense fondit au-dessus de leur tête. Jetant un bref regard derrière lui, Artyom vit ses tourmenteurs se disperser. Un seul, sans doute celui qui l'avait blessé, resta au milieu de la chaussée. Sans cesser de gémir, il claudiquait gauchement vers les immeubles, espérant s'y réfugier. Mais ses chances de salut étaient nulles. Décrivant un dernier cercle à plusieurs dizaines de mètres d'altitude, le monstre replia ses ailes membraneuses et piqua sur sa proie. Sa manœuvre fut si prompte que le jeune homme n'eut pas le loisir de l'observer. Se saisissant de la créature, qui émit un dernier glapissement, l'animal ailé remonta dans les airs sans effort apparent et rejoignit sans hâte le toit d'un gratte-ciel avec sa prise. La meute ne se décidait pas à quitter ses abris dans la crainte d'un retour du monstre ailé. Artyom, lui, n'avait rien à perdre. Longeant les murs des immeubles, il courait droit devant lui dans la direction approximative où il pensait croiser le Sadovo Koltso. Il parcourut pas moins de 500 mètres avant de s'essouffler. Il se retourna pour vérifier si ses prédateurs avaient repris la chasse. La perspective était dégagée. Mais quand, après avoir couvert quelques dizaines de mètres, il inspecta une des ruelles qui coupaient le nouvel Arbat, il y vit pour son plus grand effroi des ombres familières immobiles. Le jeune homme comprenait à présent les réticences de ces êtres à sortir en terrain découvert, et leur préférence à le pister à l'abri des petites rues étroites. Deux chasseurs, ils avaient peur de devenir proie, en attirant sur eux l'attention de plus grands prédateurs. Désormais, Artyom était astreint à une vigilance de tous les instants, et devait garder à l'esprit la vitesse de déplacement et les extraordinaires capacités de discrétion de ses poursuivants, s'il ne voulait pas être pris au dépourvu. La fin de la perspective était déjà en vue quand la meute quitta les ruelles pour encercler le jeune homme. Tirant les leçons de leur précédente confrontation, il tira un coup en l'air, espérant attirer l'attention du monstre ailé une nouvelle fois. Les bêtes se figèrent et se redressèrent sur leur postérieur en tendant le cou. Mais les cieux restaient vides. Le volatile n'avait sans doute pas terminé sa première portion. Artyom le comprit une fraction de seconde avant ceux qui le traquaient, et, contournant un bâtiment à sa droite, il plongea vers une entrée. Certes, Melnik l'avait mis en garde, expliquant que tous les immeubles étaient habités, mais rencontrer en terrain découvert un adversaire aussi puissant et mobile que ses poursuivants était pure folie. Il aurait été mis en pièces avant même d'avoir pressé la détente. L'entrée était plongée dans l'obscurité, et il dut allumer sa lampe torche. Dans la tache de lumière apparurent des murs délabrés, recouverts d'obscénités quelques décennies plus tôt, un escalier crasseux, des portes défoncées d'appartements vandalisés ou brûlés. Les rats, maîtres des lieux désormais, y déambulaient avec nonchalance. Artyom avait bien choisi son entrée d'immeuble. Les fenêtres de la cage d'escalier s'ouvraient sur la perspective et, à chaque étage, il pouvait s'assurer que les créatures ne le poursuivaient pas. Elles s'étaient approchées des portes du bâtiment, mais au lieu d'y entrer, elles s'installèrent en demi-cercle, s'asseyant sur leurs pattes arrière, et redevinrent des ombres immobiles. Le jeune homme avait peine à croire qu'elles allaient renoncer si facilement à leur proie. Tôt ou tard, elles viendraient le chercher à l'intérieur, si, bien entendu, l'immeuble n'abritait pas quelque chose qui l'obligeait à en sortir précipitamment. Il gravit un étage de plus. Par habitude, il éclaira toutes les portes du palier et découvrit que l'une d'elles était fermée. Un coup d'épaule lui confirma qu'elle était verrouillée. Réfléchissant rapidement, il colla le canon de son arme sur la serrure, pressa la détente et ouvrit la porte en grand d'un coup de pied. Peu lui importait l'appartement où il devrait tenir le siège.
Mais il ne pouvait pas laisser passer une chance d'étudier un habitat inviolé d'une époque révolue. Artyom referma la porte et la barra en poussant une armoire qui se trouvait dans l'entrée. Sa barricade ne résisterait pas à un assaut déterminé, mais il était impossible de la franchir sans bruit. Il se dirigea ensuite vers la fenêtre et regarda discrètement dehors. Il se trouvait dans une position de tir idéale. Du 4e étage, il avait une vue dégagée sur les abords de la porte de l'immeuble, ainsi que sur la dizaine de créatures assises devant. Il avait désormais l'avantage, et il décida d'en profiter sans délai. Allumant le dispositif de visée laser, il positionna le petit point rouge sur la tête de la plus massive des bêtes qui assiégeait l'entrée, expira et pressa la détente. L'arme cracha une courte rafale, et la chose bascula silencieusement sur le flanc. Les autres s'égayèrent aussitôt. En un clin d'œil, la rue était vide. Il ne fallait pas croire pour autant que l'ennemi allait abandonner la partie. Artyom décida d'attendre et vérifier que la mort de l'un avait réellement effrayé les autres. Il disposait ainsi d'un peu de temps pour explorer l'appartement. Même si les vitres, à l'instar des autres fenêtres de l'immeuble, avaient été brisées depuis longtemps, le mobilier et tous les objets de décoration étaient étonnamment bien conservés. De petites boules qui rappelaient à Artyom la mort au rat dont on se servait à VDNKH étaient répandues par terre. L'absence des rongeurs dans l'appartement laissait supposer qu'il s'agissait bien de cela. À mesure qu'il explorait les lieux, le jeune homme était de plus en plus convaincu que leurs occupants ne les avaient pas désertés à la hâte, mais qu'ils avaient pris le soin de préserver leur environnement dans l'espoir d'un retour. Tout y était impeccablement rangé. À la cuisine, aucun aliment susceptible d'attirer des rats ou des insectes n'avait été laissé, et la majeure partie des meubles était soigneusement recouverts de cellophane. En errant de pièce en pièce, Artyom essayait d'imaginer le quotidien de ceux qui y vivaient. Combien étaient-ils? À quelle heure se levaient-ils? Rentraient-ils du travail? Dînaient-ils? Qui présidait à table? Sur nombre d'activités, de rituels quotidiens ou d'objets, il ne possédait qu'un savoir livresque. À présent qu'il visitait une résidence véritable, le jeune homme se rendait compte que la manière dont il avait imaginé cela était le plus souvent erronée. Il souleva délicatement le film transparent pour s'intéresser aux étagères de livres. Au milieu de romans policiers familiers, présents sur de nombreux étals dans le métro, étaient rangés plusieurs albums colorés pour enfants. Il saisit l'un d'eux par la reliure et le tira délicatement. Alors qu'il feuilletait les pages représentant des animaux réjouis, un feuillet de papier dense glissa et tomba par terre. Il se baissa pour le ramasser. C'était une photographie aux couleurs passées d'une femme souriante, portant un petit enfant dans ses bras. Artyom se figea. Son pouls s'accéléra. Il voulut enlever son masque à gaz étriqué pour avaler une goulée d'air frais, tout empoisonné qu'il fût. Précautionneusement, comme s'il craignait que le cliché ne tombât en poussière à son seul contact, il l'approcha de ses yeux. La femme devait avoir une trentaine d'années. L'enfant dans ses bras, pas plus de 2. À cause d'un bonnet fantaisie qu'il portait sur la tête, il était difficile de décider s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. Il fixait l'objectif de son regard étonnamment adulte, sérieux. Artyom retourna la photographie, et le verre de son masque s'embua. Au dos, le cliché portait une inscription au stylo bille bleu. Artyom a 2 ans et 5 mois. Son corps perdit sa rigidité. Ses jambes devinrent cotonneuses et il s'affaissa. Assis par terre, il examina sa photographie à la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre. Pourquoi le sourire de cette femme lui était si familier, si cher? Pourquoi avait-il suffoqué à l'instant où il avait posé les yeux sur elle? Avant que cette ville ne périsse, plus de 10 millions de personnes y vivaient. Artyom n'était certes pas un nom courant, mais dans une telle mégalopole, les enfants qui le portaient devaient se compter par dizaines de milliers.
C'était comme si tous les résidents actuels du métro portaient ce prénom. La probabilité était si faible que la déterminer n'avait aucun sens. Pourquoi alors le sourire de cette femme lui semblait-il si familier? Il s'efforça d'évoquer les bribes de souvenirs issus de son enfance qui s'imposaient à lui durant quelques fractions de secondes, quand il était éveillé, ou qui lui venaient en rêve. Une chambre douillette, une lumière tamisée, une femme lisant un livre, un large canapé. Il se leva d'un bond et partit revisiter chaque chambre pour tenter d'y retrouver l'aménagement qu'il avait en tête. L'espace d'un instant, il crut reconnaître dans une des pièces la disposition des meubles conformes à son souvenir. Le divan était légèrement différent, et la fenêtre se trouvait au mauvais endroit. Mais qu'importait finalement? Comment savoir la manière dont l'esprit d'un enfant de 3 ans s'imprégnait d'un tel tableau? 3 ans? L'âge indiqué au dos du cliché n'était pas le même, mais cela ne voulait rien dire. Il n'y avait aucune date derrière la photo. Elle aurait pu être prise à n'importe quel moment, non pas obligatoirement quelques jours avant le départ définitif des occupants des lieux. Elle pouvait dater de 6 mois, voire d'1 an avant les événements, tenter de se convaincre Artyom. Dans ce cas, l'âge du garçon sur la photo correspondrait au sien. Dans ce cas, la probabilité que sur cette image il se trouvât en compagnie de sa mère aurait décuplé. Mais cette photographie peut dater de 3 ou de 5 ans avant les événements, dit froidement une voix masculine dans sa tête. C'était possible, en effet. Soudain, une autre pensée lui traversa l'esprit. Ouvrant à la volée la porte de la salle de bain, il la parcourut du regard et faillit manquer ce qu'il cherchait. Le miroir était couvert d'une couche de poussière si épaisse qu'il ne réfléchissait pas à la lumière de sa lampe torche. Le jeune homme s'empara d'une serviette et le nettoya. Devant lui apparut son reflet engoncé dans un masque à gaz et coiffé d'un casque. De son visage émacié, il ne vit presque rien à cause des protections qu'il portait. Mais le regard de ses yeux noirs, profondément enfoncés dans les orbites, lui rappela celui de l'enfant sur le cliché. Artyom examina la photo, puis reporta son attention sur l'image qui flottait devant lui. Il réitéra cette opération tout en essayant de se rappeler la dernière fois où il avait vu son visage. C'était à VDNKH, peu avant son départ. Mais tellement de temps s'était écoulé depuis qu'il n'était plus capable de s'en souvenir. À en juger par l'apparence de celui qui l'observait depuis l'autre côté du miroir, plusieurs années. Si seulement il pouvait enlever ce satané masque à gaz et comparer son visage à celui de l'enfant sur la photo. Il est vrai qu'en grandissant, nos traits se modifient, parfois à nous rendre méconnaissables, mais on conserve tous quelque chose de notre visage d'enfant. Il n'avait plus qu'une solution. À son retour à VDNKH, il demanderait à Sukhoi si la femme qui lui souriait sur ce morceau de papier ressemblait à celle qui lui avait confié la vie d'un enfant dans une station, destinée à être submergée par des rats. À sa mère. Même si son visage n'était qu'une grimace de désespoir et de prière, Sukhoi la reconnaîtrait indubitablement. Il était doué d'une mémoire incroyable, et pourrait dire avec certitude qui apparaissait sur cette photo. Était-ce elle ou non? Artyom examina le cliché une dernière fois, puis, avec une tendresse qui le surprit lui-même, il caressa l'image de la femme, rangea soigneusement la photo dans le livre dont elle était tombée, et glissa l'ouvrage dans son sac à dos. C'était étrange de penser que, quelques heures plus tôt, il se trouvait dans la plus grande réserve de connaissances de tout le continent, où il aurait aisément pu s'approprier n'importe lequel parmi les millions de volumes qui y étaient conservés, et dont un grand nombre n'avait tout simplement pas de prix. Pourtant, il les avait laissés continuer à prendre la poussière sur leur rayonnage, car l'idée de se servir dans les trésors de la bibliothèque ne lui était pas venue. Mais en s'emparant de ce livre bon marché aux dessins naïfs pour les enfants, il était habité par le sentiment d'avoir en sa possession le plus grand trésor que la terre eût jamais porté. Artyom retourna dans le couloir. Il comptait feuilleter encore quelques livres qui se trouvaient sur les étagères, et, pourquoi pas, fouiller dans les armoires à la recherche d'albums de photos.
mais en levant les yeux vers la fenêtre, il sentit que quelque chose avait changé. L'inquiétude l'envahit. En s'approchant davantage, il comprit ce qui le dérangeait. La couleur de la nuit était modifiée. Des teintes jaunes et roses s'y mêlaient désormais. L'aube approchait. Les créatures étaient assises devant l'entrée de l'immeuble sans chercher à y pénétrer. Le cadavre de leur congénère avait disparu. Mais rien n'indiquait s'il avait été emporté par le géant ailé ou si la meute s'était partagé sa dépouille. Artyom ne comprenait pas ce qui retenait ces bêtes de donner l'assaut à l'appartement où il avait trouvé refuge, mais il était pleinement satisfait de cette situation. Arriverait-il jusqu'à la Smolenskaya avant le lever du soleil? Et plus important encore, parviendrait-il à semer ses poursuivants? Il pouvait se barricader dans cet appartement, y passer la journée en s'abritant des rayons du soleil dans la salle de bain, attendre que la lumière chasse ceux qui le traquaient et repartir à la nuit tombée. Mais combien de temps serait efficace sa combinaison de protection? Pour quelle durée étaient prévus les filtres de son masque à gaz? Quelle serait la réaction de Melnik s'il ne le trouvait pas au rendez-vous à l'heure dite? Artyom s'approcha de la porte donnant sur la cage d'escalier et tendit l'oreille. Silence. Il déplaça doucement l'armoire qui barrait l'entrée et entrebâilla le battant. Le palier était désert, mais en braquant le faisceau de sa lampe sur l'escalier, le jeune homme y remarqua quelque chose de différent. Ou alors, n'y avait-il pas prêté attention? On eût dit que quelque chose venait d'y ramper en laissant une trace de son passage. L'empreinte ne s'approchait pas de l'appartement qu'il occupait, mais c'était une maigre consolation. Cela signifiait que les immeubles n'étaient pas aussi abandonnés qu'ils en avaient l'air. L'envie de rester dormir dans cet appartement lui était passée désormais. Il ne lui restait plus qu'une solution. Il devait à tout prix se débarrasser des bêtes qui ne voulaient pas renoncer à leur part de viande et arriver au plus vite à la Smolenskaya. Il fallait réussir cet exploit avant que le soleil ne lui brûle les yeux et ne réveille des monstres inconnus contre lesquels l'avait mis en garde Melnik. Cette fois, il ne visait pas avec autant de soin. Son seul objectif était de toucher de sa rafale autant de bêtes que possible. 2 émirent un râle et s'effondrèrent. Les autres s'égayèrent dans les ruelles. La route était libre. Artyom descendit prudemment, craignant une embuscade, regarda devant l'entrée de l'immeuble et se jeta avec toute l'énergie qui lui restait en direction de la Sadovo-Koltso. Les parcs de ce boulevard circulaire devaient être des forêts impénétrables désormais, se dit-il, compte tenu de ce qu'étaient devenus les squares de la perspective kalinine en 2 décennies. Ses poursuivants lui concédèrent une avance pendant qu'il se rassemblait en meute, et il parvint presque jusqu'au bout de la perspective sans encombre. Le ciel devenait de plus en plus lumineux, mais les rayons du soleil ne semblaient pas intimider ses poursuivants. Séparés en 2 groupes, ils galopaient le long des murs, réduisant à chaque seconde la distance qui les séparait de leur proie. En terrain découvert, ils avaient l'avantage, et Artyom ne pouvait pas s'arrêter pour ajuster son tir. En outre, ils se déplaçaient sur leurs 4 pattes, se fondant pratiquement avec la route. Et même si le jeune homme s'efforçait d'accélérer son rythme, la combinaison de protection, le sac à dos, 2 kalachnikovs et toute la fatigue accumulée durant cette interminable nuit se rappelaient à lui. Bientôt, ces coureurs de l'enfer allaient le rattraper et le mettre en pièces, se dit-il, en se sentant irrémédiablement perdu. Les corps difformes mais vigoureux de ses prédateurs, couchés dans des flaques de leur propre sang à côté de l'entrée de l'immeuble, lui revinrent en mémoire. Artyom n'avait pas eu le temps de les examiner, mais il avait suffi d'un regard pour que leur image se grave pour longtemps dans sa mémoire. Une fourrure brune luisante, une tête démesurée, une gueule garnie de dizaines de petites dents pointues, réparties en plusieurs rangées. Il avait beau repasser en mémoire toutes les espèces animales qu'il connaissait, il ne trouvait pas celle qui avait pu engendrer de pareilles abominations, même sous l'effet des radiations. Par chance, sur Sadovo-Koltso, s'il s'agissait bien de cette artère, ne poussait aucun arbre. C'était tout simplement une autre rue très large qui courait de part et d'autre de la perspective, aussi loin que portait la vue. Avant de reprendre sa course effrénée, Artyom lâcha, sans regarder, une courte rafale en direction des créatures. Elles étaient à moins de 50 mètres de lui,
et s'était redéployé en demi-cercle, si bien que certaines couraient presque de front avec lui. Sur le boulevard circulaire, Artyom dut trouver son chemin entre d'énormes trous d'obus de 5 à 6 mètres de profondeur et faire un grand crochet pour contourner une grande faille qui coupait la voie en deux. Les bâtiments qui se dressaient à proximité étaient étranges. Ils donnaient l'impression d'avoir fondu plutôt que brûlé. On avait le sentiment qu'il se passait quelque chose de particulier dans cet arrondissement, qui expliquait les dommages plus importants que ceux subis par la perspective kalinine, dont pourtant il était voisin. Un peu plus loin, en arrière-plan, sombre et majestueux à ce paysage inquiétant, on apercevait, épargné par le temps et les flammes, une construction aux dimensions titanesques qui ressemblait à un château médiéval. L'espace d'une seconde, le regard d'Artyom se porta vers le sommet, et il souffla de soulagement. Une ombre noire, ailée, qui pouvait devenir sa planche de salut, planait autour du château. Il suffisait d'attirer son attention pour qu'elle s'occupe de ses poursuivants. Levant légèrement son arme pour en pointer le canon en direction du monstre volant, il pressa la détente. Rien ne se produisit. Il était à court de munitions. En courant, il ne pouvait pas accéder à son deuxième AK qu'il portait dans le dos. Artyom plongea dans les ombres de la ruelle la plus proche et changea d'arme. Désormais, il était en mesure de repousser les créatures, tant que son chargeur contiendrait des cartouches. Déjà, la première entrait dans la ruelle, et dans un mouvement désormais familier, se cala sur ses membres postérieurs, et s'étira de toute sa taille. Elle s'enhardit, et approcha si près d'Artyom qu'il put en distinguer les yeux. De petites billes cachées sous d'épais sourcils, brûlant de malice, avec des reflets verts qui n'étaient pas sans rappeler ceux de la flamme mystérieuse aperçue dans le parc. La Kalachnikov de Danila n'était pas équipée de visée laser, mais à une telle distance, il était difficile de rater sa cible. La silhouette figée de la créature occupa tout l'espace du viseur. Le jeune homme cala son arme sur l'épaule et pressa la détente. À mi-parcours, la culasse se bloqua. Que s'était-il passé ? S'était-il trompé de Kalachnikov dans la précipitation ? Non, impossible. Son arme avait une visée laser. Artyom s'efforça de faire bouger la culasse. En vain. Grippé. Les pensées tourbillonnèrent dans sa tête. Danila, les bibliothécaires. Voilà pourquoi le brahman ne s'était pas défendu contre le monstre qui l'avait attaqué dans la réserve. Il devait s'efforcer désespérément de débloquer la culasse alors que son agresseur se traînait dans les tréfonds des couloirs. À côté de la première abomination apparurent aussi silencieusement que des fantômes 2 autres bêtes. Elles étudiaient avec attention Artyom qui désespérait de faire fonctionner l'arme de son ami défunt, et semblait en tirer des conclusions. La plus proche de lui, sans doute le meneur, fit un bond et atterrit à moins de 6 pas du jeune homme. À cet instant, une ombre titanesque passa au-dessus d'eux. Les bêtes s'aplatirent sur la chaussée en relevant la tête. Profitant de cette confusion dans les rangs adverses, Artyom s'élança sous une arche. Il n'espérait plus sortir vivant de ce pétrin. Il ne faisait qu'obéir à l'instinct animal qui le poussait à retarder le moment de son trépas. Dans les ruelles, il n'avait aucune chance contre ses agresseurs, et la retraite vers Sadovo-Koltso était déjà coupée. Il s'arrêta au milieu d'un espace carré désert, délimité par des murs d'immeubles dans lesquels s'ouvraient des arches et des passages. Derrière le bâtiment auquel il faisait face, s'élançait vers le ciel le sombre château dont la vue l'avait impressionné quand il suivait Sadovo-Koltso. Dès qu'il put en détacher le regard, Artyom vit que l'immeuble devant lui portait l'inscription « Métropolitain de Moscou » et, juste en dessous, « Station Smolenskaya ». Les hautes portes de chêne étaient entr'ouvertes. Il ne pourrait jamais expliquer comment il avait esquivé le coup. C'était un effet conjugué de son sens du danger et de la sensation d'un déplacement d'air, corollaire inévitable du bond d'un prédateur pour saisir sa proie. La créature atterrit à moins d'1 mètre de lui. Se glissant sur le côté, Artyom fit appel à ses dernières forces pour s'élancer vers l'entrée du métro. C'était sa maison, son univers. Là-bas,
Sous terre, il redevenait maître de la situation. Le hall de la station Smolenskaya était tel qu'il se l'imaginait, sombre, humide et désert. Dès le premier coup d'œil, on savait que cette station armait des expéditions régulières vers la surface. Les caisses et tous les locaux de service étaient ouverts et vides. Tout ce qui s'y trouvait d'utile avait été descendu dans la station depuis bien longtemps. Il ne restait ni tourniquet, ni la guérite du gardien. Seul leur socle de béton rappelait leur présence passée. Derrière, un tunnel à la voûte en demi-cercle où plusieurs escalators s'enfonçaient vers les profondeurs. Le faisceau de lumière se perdait à mi-parcours. Aussi le jeune homme ne pouvait avoir de certitude quant à l'existence d'une effective entrée en bas de ces marches. Cependant, l'immobilité signait son arrêt de mort. Les grincements des vantaux de bois l'avaient averti de l'arrivée des créatures dans le hall. Il ne leur faudrait que quelques secondes pour rejoindre les escalators, et sa précieuse avance disparaîtrait. Il entama une descente malhabile avec ses grosses chaussures sur les marches branlantes en métal nervuré. Il essaya de sauter plusieurs marches d'un coup, mais son pied glissa sur le revêtement humide, et il dévala l'escalator, heurtant une arête de la tête. Il parvint à stopper sa chute après avoir cogné une dizaine de marches avec son crâne. Fouillant de sa lampe le chemin parcouru, il était si court, Artyom découvrit ce qu'il redoutait le plus. Des silhouettes sombres, immobiles. Respectant leur habitude, les créatures s'étaient figées en prélude à leur prochain assaut, étudiant le terrain et communiquant de manière inaudible. Il essaya de nouveau de sauter 2 marches, cette fois avec plus de succès, et laissant sa main droite glisser sur la résine de la rampe et serrant la lampe dans la gauche, il progressa ainsi durant une vingtaine de secondes avant de tomber encore. Derrière lui résonna un lourd piétinement. Ses poursuivants avaient pris leur décision. Artyom espérait que les marches qui grinçaient plaintivement sous ses pieds s'abîmeraient sous le poids des aberrations qui lui donnaient la chasse. Mais le martèlement des pieds, sans cesse plus proche, l'informa que l'escalator était en état de supporter la charge. Le faisceau de sa lampe dévoila en contrebas un mur de briques percé d'une porte massive. Il ne lui restait qu'une vingtaine de mètres à couvrir tout au plus. Se redressant péniblement, il les parcourut en moins de 15 secondes qui lui semblèrent durer une éternité. La porte était faite de feuilles d'acier et résonnait comme une cloche sous les coups de poing d'Artyom. Il tambourinait de toutes ses forces. Les ombres dont il percevait le mouvement dans son champ de vision périphérique le rattrapaient. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser l'erreur monumentale qu'il venait de commettre. Au lieu de frapper le code convenu, il venait de mettre les gardes en alerte. Désormais, il était peu probable qu'on ouvrît la porte quelles que fussent les circonstances. On ne pouvait pas savoir qui tenterait de s'introduire dans la station depuis la surface, surtout après le lever du soleil. Quel était donc ce fameux signal ? 3 coups brefs, 3 lents et 3 brefs ? Non, c'était le signal SOS. Il était certain des 3 coups du début et des 3 coups de la fin, mais il ne savait plus s'ils étaient brefs ou longs. S'il fallait expérimenter les différentes combinaisons, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Autant essayer le SOS. Au moins les factionnaires sauraient qu'un être humain se trouvait derrière la porte. Encore qu'il était impossible de dire ce qui était le plus effrayant, selon Melnik. Ayant tambouriné son SOS, Artyom, les mains tremblantes, se saisit de son arme et changea le chargeur. Heureusement que l'AK de Danila avait un chargeur plein, pensa-t-il. Puis il serra la lampe torche contre le canon de sa Kalachnikov et balaya les voûtes ascendantes. Les longues ombres des luminaires encore entiers rampaient les unes sur les autres au gré des errances de la lampe, et il était impossible de jurer que dans l'une d'entre elles ne se dissimulait pas une silhouette sombre. De l'autre côté de la porte métallique, le silence était absolu. Était-il possible qu'il se fût trompé de station ? Qu'il fût devant l'autre Smolenskaya ? Peut-être cette sortie avait-elle été condamnée des années plus tôt, ou n'était-elle simplement plus utilisée ? Il était arrivé complètement par hasard sans suivre les instructions du stalker. Il avait pu se tromper. Tout près de lui, à une quinzaine de mètres, une marche grinça. N'y tenant plus, Artyom tira une rafale dans cette direction.
les balles heurtèrent quelque chose. L'écho fouetta sèchement ses tympans et s'éleva le long de l'escalator vers la surface. Mais il n'entendit rien qui ressemblât à une plainte bestiale. Encore des munitions gaspillées. N'osant pas détourner le regard des fenêtres, Artyom se colla contre la porte et frappa à nouveau de son poing. 3 coups brefs, 3 coups longs, et de nouveau 3 brefs. Il entendit de lourds grincements métalliques de l'autre côté. Ce fut à ce moment que des ténèbres bondit à une vitesse fulgurante la silhouette du prédateur. Artyom tenait son arme en équilibre sur son bras droit, et il pressa la détente par réflexe quand il eut un mouvement de recul instinctif. Les balles firent valser son agresseur, qui, au lieu de lui arracher la gorge, chut à 2 mètres de lui sur les dernières marches de l'escalator. Mais la créature se releva aussitôt, et sans prêter attention au sang qui s'échappait de sa blessure à gros bouillon, s'avança vers sa proie. Puis, titubant, elle sauta et plaqua Artyom contre le mur. Elle ne poursuivit pas son attaque. Les dernières balles du jeune homme l'avaient atteinte en pleine tête, et elle était morte avant d'avoir achevé sa trajectoire. Mais la violence avec laquelle elle percuta Artyom était suffisante pour lui briser le crâne, s'il n'avait pas porté de casque. La porte s'ouvrit, et une lumière blanche, aveuglante, se déversa. Des escalators parvinrent des cris apeurés. Il devait s'y trouver pas moins de 5 de ces créatures à présent. Des bras puissants le saisirent par le col, et on le tira à l'intérieur. Puis il entendit un cliquetis métallique. On avait refermé et verrouillé le ventail. « Il est blessé ?» demanda une voix inconnue, proche de lui. « Qu'est-ce que j'en sais, moi ?» répliqua une autre. « T'as vu ce qu'il a ramené avec lui? C'est à peine si on a réussi à les repousser la dernière fois, et encore grâce au gaz de combat. Il ne manquerait plus qu'il s'installe chez nous, comme si l'Arbatskaya ne leur suffisait pas. Laissez-le, il est avec moi. Artyom! Hé, Artyom! Reprends tes esprits, l'appela une voix familière. Artyom ouvrit péniblement les yeux. Au-dessus de lui étaient penchés 3 hommes. Les 2 qu'il ne connaissait pas devaient être les gardes. Ils portaient de chaudes vestes grises et des bonnets en tricot, et chacun était équipé d'un gilet pare-balles. Le 3e, pour le plus grand soulagement du jeune homme, n'était autre que Melnik. « Alors c'est lui ?» demanda d'un ton déçu l'un des factionnaires. « Si oui, prenez-le, mais n'oubliez pas la quarantaine et la décontamination. »« Vous comptez m'apprendre mon métier ?» fit le stalker sur le ton de la raillerie. « Allez, debout, Artyom. T'en as mis du temps !» ajouta-t-il en lui tendant la main. Le jeune homme essaya de se lever, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Il sentit monter la nausée et son esprit s'embruma. « Il faut le transporter à l'hôpital. Toi, viens m'aider. Et toi, referme les panneaux hermétiques, » ordonna Melnik. Pendant qu'on l'auscultait, Artyom étudiait la faïence blanche dont étaient carrelés les murs du bloc opératoire. La pièce était récurée de fond en comble et il y flottait une odeur de chlore. Au plafond étaient fixées plusieurs lampes dispensant de la lumière blanche. Il y avait aussi de nombreuses tables d'opération, et on avait suspendu près de chacune une boîte pleine d'instruments prêts à l'emploi. L'état et la tenue du petit hôpital local avaient de quoi impressionner. Mais sa raison d'être dans une station pacifique, pour autant qu'Artyom s'en souvint, telle que Smolenskaya, lui échappait. Pas de fractures, que des contusions. Quelques égratignures aussi que nous avons désinfectées, résuma le médecin, en s'essuyant les mains dans une serviette propre. « Est-ce que ça vous dérange de nous laisser quelques instants ?» demanda Melnik au docteur. « On a 2 ou 3 choses à se dire entre 4 yeux. » L'autre opina et sortit. Le stalker s'assit au bord de la couchette où était allongé Artyom, et l'invita à lui raconter ce qui lui était arrivé. D'après ses calculs, Artyom aurait dû rejoindre la station 2 heures plus tôt, et Melnik se préparait déjà à remonter à la surface pour tenter de le retrouver. Il écouta l'épisode de la poursuite jusqu'à la fin, sans toutefois montrer beaucoup d'intérêt. Il appela le prédateur volant ptérodactyle, un mot qu'Artyom avait déjà rencontré dans ses lectures. La seule péripétie qui le marqua réellement était celle d'Artyom trouvant refuge dans le hall d'entrée d'un immeuble. Quand il apprit que quelque chose avait rampé dans le couloir pendant son séjour dans l'appartement, sa mine s'assombrit. «
T'es sûr de ne pas avoir marché sur la mucosité dans l'escalier demanda-t-il d'un air réprobateur. Faites que cette saloperie ne se répande jamais dans la station. Je t'avais pourtant bien spécifié de te tenir à l'écart des bâtiments. Dis-toi bien que tu as eu de la chance que cette créature ne se soit pas invitée dans l'appartement pendant que tu y étais. Melnik se leva, s'approcha des chaussures d'Artyom restées près de l'entrée et en examina très attentivement la semelle. N'y trouvant rien de suspect, il les reposa à leur place. Comme je te l'ai dit, l'accès à police t'est momentanément interdit. Je ne pouvais pas dévoiler la vérité aux brahmanes. Pour eux, concernant l'expédition à la bibliothèque, vous avez disparu tous les deux, et je suis parti à votre recherche. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé avec ton binôme. Artyom répéta son histoire du début à la fin, et cette fois, il expliqua les circonstances exactes de la mort de Danila. Le stalker fit la moue. Cette fin, mieux vaut que tu la gardes pour toi. Pour être franc, je préférais la première version. La deuxième appellera beaucoup trop de questions des brahmanes. Tu achèves un des leurs, tu ne trouves pas le livre, et pourtant la récompense est toujours en ta possession. Oui, au fait, ajouta-t-il en jetant un regard à Artyom. Il y avait quoi dans cette enveloppe? En se soulevant sur son coude, Artyom prit l'enveloppe maculée de sang séché, et après un regard attentif vers Melnik, il l'ouvrit.